L'appel est arrivé un mardi après-midi d'avril, alors que j'étais en pleine préparation d'une présentation pour un client important. J'avais en fait demandé à ma secrétaire de ne passer aucun appel, mais quand le nom d'Elisabeth est apparu sur l'écran, Madame Berger m'a fait un signe d'excuse et a pressé le combiné dans ma main. « Heinrich ? Heinrich, tu dois rentrer immédiatement. » La voix d'Elisabeth était agitée, presque hystérique. En 40 ans de mariage, je l'avais rarement entendue aussi bouleversée. Que s'est-il passé? J'ai senti mon pouce accélérer tandis que je posais sur le bureau le stylo avec lequel je prenais encore des notes. Quelqu'un est entré dans la maison. Il y a eu un cambriolage. Mes bagues ont disparu au tout. L'alliance, la bague de fiançailles, le bijou de famille de ma grand-mère. Sa voix s'est brisée. 20 minutes plus tard, je garais notre Mercedes dans l'allée de notre maison à Grunwald, une des banlieues les plus cossues de Munich. La police était déjà là, une voiture banalisée garée devant la porte. Elisabeth était assise dans le salon, un mouchoir à la main, les yeux rougis. À ses 63 ans, elle restait une femme séduisante. Elle portait ses cheveux gris argentés en un élégant carré, et malgré la situation, elle avait réussi à se maquiller avec soin. À côté d'elle, un jeune policier prenait des notes. « Monsieur Walters ?» L'aîné des deux agents s'est approché de moi. « Commissaire Brenner. Votre femme nous a déjà informés. Il semble s'agir d'un cambriolage ciblé. Seuls des bijoux ont été volés, pas d'électronique, pas d'argent liquide. » J'ai acquiescé, hébété, et me suis assis à côté d'Elisabeth. Elle s'est appuyée contre moi, sa main cherchant la mienne. « Le coffre-fort dans la chambre » a-t-elle murmuré. « Ils l'ont forcé. Toutes mes bagues ont disparu. » Quelque chose dans sa voix m'a irrité. Un tremblement à peine perceptible, qui ne correspondait pas tout à fait à son attitude habituellement si contrôlée. Je connaissais cette femme depuis plus de 4 décennies. Nous avions élevé ensemble 2 enfants, qui avaient depuis longtemps pris leur propre chemin, au Constantin à Hambourg, Véronica à Berlin. Nous avions traversé des hauts et des bas, et j'avais toujours pensé pouvoir lire chacune de ses humeurs comme un livre ouvert. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Avez-vous trouvé des traces d'effraction » ai-je demandé au commissaire. « C'est ce qui est étrange » a-t-il répondu. « Aucune porte forcée, aucune fenêtre brisée. L'auteur devait soit avoir une clé, soit avoir réussi à entrer de manière très professionnelle. » Un sentiment désagréable s'est répandu dans mon estomac. Je me suis souvenu des dernières semaines. Elisabeth était rentrée tard à plusieurs reprises de ses répétitions de chorale. Elle avait suivi à 2 reprises des ateliers de week-end pour sa peinture à l'aquarelle. Elle emmenait depuis peu son téléphone portable partout avec elle, même dans la salle de bain. De petits changements que j'avais remarqués, mais que j'avais attribués à la nouvelle phase de notre vie tous deux à la retraite, enfin du temps pour les loisirs et les intérêts personnels. Le coffre-fort a donc été forcé, ai-je demandé. Non, a dit le commissaire. Il a été ouvert avec le code. Votre femme a dit que vous étiez les seuls à le connaître. J'ai senti Elisabeth se figer à côté de moi. Sa main dans la mienne est devenue molle. Peut-être que quelqu'un a regardé par-dessus notre épaule quand l'un de nous l'a ouvert, a-t-elle dit précipitamment. Ou c'était quelqu'un qui nous connaît bien. Peut-être le fils de notre femme de ménage? Il était là récemment pour l'aider. Le policier a pris note de quelque chose. Nous allons suivre toutes les pistes. Avez-vous une liste des bijoux volés? Pour l'assurance. Elisabeth a hoché la tête et s'est levée. J'ai des photos des pièces les plus importantes. Un instant. Quand elle a quitté la pièce, j'ai observé le coffre-fort, encastré dans le mur de notre chambre. La porte était ouverte, mais il n'y avait aucune trace d'effraction. Je connaissais le code 1707, notre date de mariage. Personne d'autre que nous deux ne le savait. Cette nuit-là, je suis resté éveillé. Elisabeth respirait calmement à côté de moi, apparemment plongée dans un sommeil profond. J'ai observé son profil dans la faible lumière qui filtrait à travers les stores. Son visage, que je connaissais si bien, me paraissait soudain étrange. Que me cachait-elle? Le lendemain matin, j'ai appelé à mon bureau et j'ai dit que je travaillerais depuis la maison. Quand Elisabeth est partie faire les courses, je suis allé dans son bureau. Son ordinateur portable était sur le bureau. Je n'avais jamais eu le besoin de violer sa vie privée, mais maintenant? Je l'ai ouvert. Protégé par un mot de passe. Bien sûr.
Elle emmenait toujours son smartphone avec elle. Mais il y avait aussi son iPad, qu'elle utilisait principalement pour lire. Je l'ai trouvé dans le tiroir de sa table de chevet. Ici aussi, un mot de passe. J'ai essayé 1707 rien. Puis 1772, l'année de naissance de notre fils encore rien. 0805, l'anniversaire de Véronica Offo également. Alors j'ai essayé 2203 ou le 22 mars, son propre anniversaire. L'écran s'est déverrouillé. Dans les emails, je n'ai rien trouvé de suspect. Les messages habituels d'amis, de la publicité, des confirmations d'achat en ligne. Mais quand j'ai parcouru les photos, j'ai eu le souffle coupé. Il y avait des photos d'elle dans un restaurant que je ne connaissais pas. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue et souriait à l'appareil photo. Et puis, une autre photo, Elisabeth trinquant avec quelqu'un. Là maintenant le verre de vin appartenait à un homme qui n'était pas dans le cadre, on ne voyait que son bras, avec une montre voyante au poignet. Une Rolex submarinée, si je ne me trompais pas. Mon cœur battait la chamade. J'ai continué à faire défiler. Rien de probant, mais assez pour alimenter mes soupçons. Et puis, j'ai remarqué l'application WhatsApp. Je l'ai ouverte, et il y avait des messages d'un contact nommé Eteoka. Le dernier échange datait d'hier. Tout va bien pour toi? Tu l'as fait? Oui. Heinrich n'a rien soupçonné. La police était là. Bien. J'ai tout mis en sécurité. Dans 2 semaines, nous sommes libres. Je fixais les mots, les lisant encore et encore. Les lettres se brouillaient devant mes yeux. Le sang bourdonnait dans mes oreilles. Ma femme, mon Elisabeth, avait simulé le cambriolage. Mais pourquoi? Que signifiait dans 2 semaines, nous sommes libres? Le bruit d'une voiture dans l'allée m'a tiré de ma stupeur. À la hâte, j'ai reposé l'iPad, exactement comme je l'avais trouvé, et j'ai quitté la chambre. Quand Elisabeth est entrée avec les sacs de course, je me suis forcé à sourire. « Laisse-moi t'aider », ai-je dit en lui prenant un sac. Ma main tremblait légèrement. « Merci », a-t-elle dit en me souriant en retour. Ce sourire avait-il toujours été aussi distant? Je t'ai rapporté ta saucisse préférée du boucher. J'ai seulement hoché la tête. Dans ma tête, un plan se formait déjà. J'allais découvrir qui était ce Théo et ce que ma femme tramait. Mais je devrais être prudent. Très prudent. 3 jours se sont écoulés dans une étrange normalité. Elisabeth préparait le petit déjeuner comme d'habitude, nous parlions de choses et d'autres, elle déplorait la perte de ses bagues, en particulier de la bague de fiançailles que je lui avais offerte il y a 41 ans. Sa tristesse semblait sincère, et parfois je doutais de mes soupçons. Étais-je devenu paranoïaque? Voyais-je des fantômes là où il n'y en avait pas? Mais ensuite, j'ai remarqué de petits changements dans son comportement. La façon dont elle quittait la pièce pour répondre aux appels. La façon dont elle souriait en regardant son téléphone. La façon dont elle accordait soudainement plus d'importance à son apparence, même si nous ne sortions presque pas. Le 4e jour après le prétendu cambriolage, j'étais assis dans mon bureau et je fixais l'écran de l'ordinateur. J'avais cherché le nom Eteoka sur Google, mais sans plus d'informations, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Munich était grande, et il y avait sûrement des dizaines d'hommes qui s'appelaient ainsi. Je me suis adossé et j'ai regardé les photos sur mon bureau. Elisabeth et moi à Venise pour notre 30e anniversaire de mariage. Toute la famille au mariage de Constantin il y a 5 ans. Elisabeth avec notre première petite fille sur les genoux. Des photos d'une vie partagée, d'une histoire commune. Tout cela avait-il été un mensonge? La porte s'est ouverte, et Elisabeth est entrée, une tasse de café à la main. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un remontant, a-t-elle dit en posant la tasse devant moi. Son parfum l'avait-elle toujours porté? M'a enveloppé pendant un instant. Merci, ai-je dit en prenant une gorgée. J'essaie de rassembler ces chiffres pour la déclaration d'impôt. Elle a hoché la tête et est restée là un moment, comme si elle voulait dire quelque chose d'autre. Puis elle s'est tournée vers la porte. Je vais chez Gisela cet après-midi, a-t-elle dit. Nous voulons parcourir quelques catalogues pour la prochaine exposition. Gisela Brinkman était une de ses amies artistes, avec qui elle suivait des cours d'aquarelle depuis quelques années. Je l'avais rencontrée à plusieurs reprises, une dame excentrique de l'âge d'Elisabeth. Bien sûr, ai-je dit. Passe-lui le bonjour de ma part. Lorsque la porte s'est refermée derrière elle,
j'ai sorti mon smartphone de ma poche et j'ai ouvert l'application que j'avais installée le matin. Find My Friends affichait un point clignotant le téléphone d'Elisabeth, avec lequel j'avais secrètement synchronisé l'application pendant qu'elle prenait sa douche. C'était une transgression que je n'aurais jamais imaginée, mais les circonstances semblaient la justifier. À 14h30, Elisabeth a quitté la maison. J'ai regardé sur mon téléphone le point se déplacer. Elle ne se dirigeait pas vers l'appartement de Gisela à Schwabing, mais dans la direction opposée, vers Bogenhausen. Le point s'est finalement arrêté dans la Ismaningerstrasse, près du Prinzregententheater. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de Gisela, qui figurait dans notre carnet d'adresses commun. Gisela? Ici Heinrich Wolters. Heinrich. Quel plaisir de t'entendre. Comment vas-tu? Sa voix sonnait surprise, mais amicale. Bien, merci. Je voulais juste parler rapidement à Elisabeth. Est-ce qu'elle est chez toi? Une brève pause. Non, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Nous avons un cours ensemble demain, mais aujourd'hui. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je comprends. Elle a dû se tromper. Elle m'a dit qu'elle viendrait te voir aujourd'hui. Oh. Gisela semblait confuse. Non, pas aujourd'hui. Tout va bien? Oui, bien sûr. Un malentendu. Merci, Gisela. J'ai raccroché et fixé le point clignotant sur l'écran de mon portable. Le téléphone d'Elisabeth se trouvait toujours dans la Ismaningerstrasse. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Ou plutôt, avec qui était-elle? À ce moment précis, j'ai pris une décision. J'allais engager un détective privé. Quelqu'un qui pourrait surveiller Elisabeth et découvrir qui était ce Théo et ce qu'ils tramaient tous les deux. Il ne s'agissait plus seulement de ma vanité blessée ou de jalousie, il s'agissait des alliances disparues et de ce message énigmatique, dans 2 semaines, nous serons libres. J'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché des détectives privés à Munich. Il y avait plusieurs agences qui offraient des services discrets. L'une d'elles se distinguait, discrétion et compétence en enquête privée Kowalski. Le site web était sérieux, les avis positifs. J'ai composé le numéro indiqué. Kowalski, a répondu une voix grave et calme. Je m'appelle Heinrich Wolters, ai-je dit, surpris de constater à quel point ma propre voix sonnait ferme. J'ai besoin de vos services dans une affaire personnelle. Je comprends. Pourrions-nous nous rencontrer, monsieur Wolters? Je préfère avoir ce genre de conversation en personne. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain matin dans un café du centre-ville. En raccrochant, je me suis senti étrangement soulagé. J'avais franchi une étape, pris une décision. Le sentiment d'impuissance qui m'avait accompagné depuis la découverte des messages a fait place à une détermination farouche. Elisabeth est rentrée vers 17h, les joues légèrement rosies et les yeux brillants. Gisela te passe le bonjour, a-t-elle dit avec désinvolture en accrochant sa veste. Le mensonge m'a frappé comme un coup, même si je m'y attendais. Comment va-t-elle, ai-je demandé, m'efforçant de garder ma voix neutre. Bien, bien. Elle prépare une petite exposition à l'automne. Rien de grand, mais elle est toute excitée. J'ai juste hoché la tête et me suis détourné pour qu'elle ne voie pas mon visage. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point notre vie avait changé. Nous nous déplacions comme des acteurs sur une scène, prononçant des dialogues qui n'avaient rien à voir avec la réalité. La familiarité de 40 ans de mariage avait cédé la place à une étrangeté qui me terrifiait. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Elisabeth. Elle se tenait au bout d'un long couloir, vêtue d'une robe blanche qui flottait au vent, bien que nous soyons dans un espace clos. Elle tenait quelque chose dans sa main, ses alliances, qui scintillaient dans la lumière. Lorsque je me suis approché, elle a souri, mais ce n'était pas son sourire. C'était le sourire d'une étrangère. Et puis elle s'est retournée et a franchi une porte qui s'est refermée derrière elle. J'ai couru pour la rattraper, mais la porte était verrouillée et je n'avais pas de clé. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. À côté de moi, Elisabeth dormait paisiblement, sa respiration régulière. J'ai contemplé son visage dans le pâle clair de lune qui filtrait à travers les rideaux. Ce visage que je connaissais si bien, chaque ligne, chaque ride. Et pourtant, il me semblait à ce moment-là être le visage d'une étrangère. Le lendemain matin, j'ai rencontré Roman Kowalski au café Luitpold. C'était un homme d'âge moyen avec des yeux perçants et attentifs et une attitude calme et professionnelle. Nous étions assis à une table dans un coin tranquille,
suffisamment éloigné des autres clients pour ne pas être entendu. Dites-moi de quoi il s'agit, monsieur Walters, a-t-il dit après que nous ayons commandé nos cafés. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à raconter. Le faux cambriolage, les messages mystérieux, les mensonges d'Elisabeth sur l'endroit où elle se trouvait. À chaque mot, je me sentais plus misérable, comme si je commettais une trahison en parlant de ma femme. Kowalski a écouté attentivement, sans interrompre. Ce n'est qu'après que j'eus fini qu'il a posé quelques questions précises. Depuis combien de temps Elisabeth était-elle si changée? Y avait-il des irrégularités financières? Avais-je une description ou une photo de ce Théo? Je ne connais que son prénom et la première lettre de son nom de famille, ai-je dit. Et qu'il porte probablement une Rolex submarinée. J'ai vu son bras sur une photo. Kowalski a acquiescé. C'est un début. Je vais surveiller votre femme et découvrir qui elle rencontre. J'ai besoin d'une photo récente d'elle et d'informations sur ses habitudes, ses amis, ses loisirs. J'ai sorti mon smartphone et lui ai montré une photo d'Elisabeth que j'avais prise quelques semaines plus tôt lors d'une promenade dans le jardin anglais. Elle souriait à l'objectif, ses cheveux gris argentés flottant légèrement au vent. Belle femme, remarqua Kowalski d'un ton neutre. Oui, dis-je doucement. C'est elle. Nous avons discuté des détails, ses honoraires, la durée probable de la surveillance, la manière dont nous communiquerions. Il me ferait un rapport quotidien, par email crypté ou par téléphone, selon la situation. Alors que nous nous disions au revoir, il m'a brièvement retenu par le bras. Monsieur Walters, je fais ce métier depuis 20 ans. Soyez préparé à ce que je pourrais découvrir. Parfois, la vérité est difficile à supporter. J'ai seulement acquiescé. La vérité. Quelle était la vérité dans un mariage qui reposait sur 40 ans d'histoire commune? Tout avait-il été un mensonge? Ou seulement cette dernière partie, ce rebondissement inattendu dans le dernier chapitre de notre livre commun? En rentrant chez moi, je me sentais étrangement calme. Le pas était franchi, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Bientôt, je saurais qui était Théoka et ce qu'il tramait avec Elisabeth. Et alors, je devrais décider de la suite. Les jours suivants se sont déroulés dans un mélange étrange de tension et de normalité forcée. Elisabeth vaquait à ses occupations habituelles, répétition de chorale le mardi soir, cours d'aquarelle le jeudi après-midi, courses, jardinage. Je travaillais depuis la maison, soi-disant sur un projet complexe qui exigeait toute mon attention. En réalité, j'attendais des nouvelles de Kowalski. Chaque soir, je recevais un email crypté contenant un bref rapport sur les déplacements d'Elisabeth. Les 2 premiers jours n'ont rien révélé de suspect. Elle était bien allée à sa répétition de chorale, avait déjeuné avec une amie, était allée à la librairie. Le 3e jour, les choses ont changé. L'email de Kowalski était plus long que d'habitude. Votre femme a rencontré un homme aujourd'hui à 15h30 au café Rachel dans le jardin anglais. Il correspond à la description que vous m'avez donnée, environ 60 à 65 ans, stature athlétique, cheveux gris. Il portait une Rolex submarinée. Ils ont discuté pendant environ 1 heure, très familièrement, avec beaucoup de contact physique. Elle lui a remis quelque chose, probablement des documents dans une enveloppe. J'ai pu prendre quelques photos que je joins en pièces jointes. L'homme a quitté le café en premier, votre femme est restée encore environ 15 minutes avant de partir également. J'ai suivi l'homme jusqu'à un immeuble d'habitation à Schwabing, Hohenzollernstrasse 87. Le nom sur la sonnette est Dr Theodor Kruger. Theodor Kruger. Théoka. Enfin, j'avais un nom. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert la pièce jointe. Les photos avaient été prises à une certaine distance, mais elles étaient suffisamment nettes. Elisabeth était assise à une table à l'extérieur, face à un grand homme aux traits marqués et aux cheveux gris argentés. Sur l'une des photos, il lui touchait la main posée sur la table. Sur une autre, il se penchait vers elle, comme pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Son sourire sur cette photo était radieux. Heureux. Amoureux. J'ai fixé les photos jusqu'à ce qu'elles se brouillent devant mes yeux. La nausée est venue soudainement, et j'ai juste eu le temps d'atteindre la salle de bain avant de vomir. Des sueurs froides perlaient sur mon front alors que je me cramponnais au lavabo et que je me regardais dans le miroir. Le visage qui me renvoyait mon reflet était celui d'un vieil homme, avec des rides profondes et des yeux fatigués. Était-ce ça? Étais-je devenu trop vieux, trop familier, trop ennuyeux? Était-ce la raison pour laquelle Elisabeth s'était tournée vers ce Theodor Kruger?
Je me suis rincé la bouche et suis retourné à mon ordinateur. Avec une détermination retrouvée, j'ai tapé le nom au docteur Theodor Krüger München dans le moteur de recherche. Les résultats sont apparus immédiatement, docteur Theodor Krüger, spécialiste en cardiologie, cabinet privé à Schwabing. Sur le site web de son cabinet, j'ai trouvé une photo où c'était clairement l'homme sur les photos de Kowalski. À peu près de mon âge, mais avec le corps athlétique d'un homme qui fait régulièrement du sport. Son sourire sur la photo semblait sûr de lui, presque arrogant. Un médecin, donc. Un cardiologue réputé avec son propre cabinet dans l'un des quartiers les plus chers de Munich. J'ai essayé de me souvenir si Elisabeth avait déjà mentionné son nom, si elle était peut-être sa patiente. Mais je ne me souvenais de rien de tel. J'ai continué à lire sur son site web. Le docteur Krüger était veuf, sa femme était décédée il y a 3 ans. Il avait 2 enfants adultes qui vivaient tous deux à l'étranger. Il était membre de plusieurs sociétés médicales savantes, donnait des conférences, publiait des articles. Un homme respecté dans son domaine. Quel était son lien avec ma femme? Et que signifiait ce message, dans 2 semaines, nous serons libres? J'ai écrit une brève réponse à Kowalski, le remerciant pour ses informations et lui demandant de poursuivre la surveillance. J'étais particulièrement intéressé de savoir si Elisabeth et le docteur Krüger se rencontreraient à nouveau et ce qu'il pouvait bien y avoir dans l'enveloppe qu'elle lui avait remise. Alors que j'éteignais l'ordinateur, j'ai entendu la porte d'entrée. Elisabeth revenait de ses courses. J'ai pris une profonde inspiration et suis allé à sa rencontre, un sourire sur le visage qui me semblait être un masque. « Bonjour, mon chéri », dit-elle en me donnant un baiser fugace sur la joue. « Tu peux m'aider avec les sacs ? J'ai fait des courses pour demain soir. Je me disais qu'on pourrait inviter Ingrid et Bernard à dîner. Ça fait si longtemps qu'on ne les a pas vus. » Ingrid et Bernard Weiss étaient des amis, un couple que nous connaissions depuis des décennies. Bernard était un ancien collègue, nous avions travaillé ensemble dans la même compagnie d'assurance avant de prendre tous les deux notre retraite. « Bien sûr, » dis-je en lui prenant les sacs lourds. « C'est une excellente idée. » Pendant que nous déballions les courses, je l'observais du coin de l'œil. Avait-elle l'air différente? Plus heureuse? Plus excitée? Ou était-ce juste mon imagination, maintenant que je savais qu'elle avait un secret? « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle avec désinvolture en rangeant des tomates dans le réfrigérateur. « Productive, répondis-je. J'ai fait beaucoup de choses. » Elle hocha la tête sans vraiment écouter. « C'est bien. J'ai rencontré Claudia à midi. Son fils a enfin obtenu son doctorat, après toutes ces années. Elle est si fière. » Claudia. N'avait-elle pas dit qu'elle allait faire des courses? Quand avait-elle eu le temps de voir Claudia? Ou était-ce encore un mensonge? Tant mieux pour elle, dis-je simplement. Qu'est-ce qu'on mange demain soir? Je pensais à du filet de bœuf sauce au vin rouge, un gratin dauphinois et des asperges. Et en dessert, un tiramisu. Bernard adore mon tiramisu. Elle planifiait donc un repas élaboré pour des amis, tout en ayant une liaison et en préparant apparemment quelque chose pour un avenir proche. L'écart entre l'Elisabeth casanière que je connaissais et la femme qui rencontrait secrètement un autre homme était si grand que j'avais du mal à concilier les deux. Le soir, nous étions assis côte à côte sur le canapé comme si souvent, à regarder la télévision. Une série policière que nous suivions régulièrement. La main d'Elisabeth était à côté de la mienne, à quelques centimètres à peine, et pourtant, j'avais l'impression qu'un océan nous séparait. « Je crois que c'est le jardinier l'assassin », dit-elle pendant une pause publicitaire. Il était le seul à avoir accès au poison. Je me contentais d'acquiescer. Dans ma tête, d'autres pensées tournaient en boucle. Toute notre vie n'avait-elle été qu'un mensonge? M'avait-elle déjà trompé auparavant? Ou était-ce une crise de la quarantaine, une tentative désespérée de se sentir encore jeune et désirable? Heinrich. Sa voix me tira de mes pensées. Tout va bien? Tu as l'air si absent. Je me suis forcé à sourire. Excuse-moi. J'étais absorbé par le projet. C'est plus compliqué que je ne le pensais. Elle posa sa main sur la mienne. La familiarité de ce geste, que nous avions échangé 1000 fois, me faisait maintenant souffrir. Tu travailles trop. Même à la retraite, tu n'arrives pas à décrocher. L'ironie de son inquiétude me frappa de plein fouet. Tu as probablement raison, dis-je doucement. Je devrais me déconnecter davantage. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre email de Kowalski.
Votre femme a eu une longue conversation téléphonique hier soir, après que vous vous soyez couché. Elle parlait à voix basse, mais j'ai pu enregistrer quelques fragments avec un microphone directionnel. Elle parlait définitivement avec le docteur Kruger et a mentionné quelque chose à propos de documents, notaires et suisses. Ce matin, elle a retiré 5 000 € de votre compte commun. Elle a pris l'argent en espèces et s'est rendue au cabinet du docteur Kruger. Elle y est restée environ 1 heure. 5 000 €. Documents. Notaire. Suisse. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et l'image qui se dessinait était inquiétante. Elisabeth prévoyait-elle de me quitter? Préparait-elle un divorce et mettait-elle des biens en sécurité au préalable? Ou était-ce quelque chose de pire encore? J'ai appelé Kowalski. J'ai besoin de plus d'informations sur le docteur Kruger, dis-je sans détour. Ses finances, ses relations, tout ce que vous pouvez trouver. Cela dépasse la surveillance habituelle, répondit Kowalski avec prudence. Cela entraînera des coûts supplémentaires. Je m'en fiche, dis-je. Je dois savoir ce qui se passe. Entendu. Je m'en occupe. J'ai passé le reste de la journée comme en transe. J'essayais de travailler, mais mes pensées revenaient sans cesse à Elisabeth et Theodore Kruger. Que préparait-il? Pourquoi tant de secrets? Et qu'en était-il de ce cambriolage simulé? Le soir, Ingrid et Bernard sont venus dîner. Elisabeth était, comme toujours, l'hôtesse parfaite. Elle servait l'apéritif dans le salon, menait la conversation avec aisance, riait aux moments opportuns. Le repas était excellent, comme tout ce qu'elle cuisinait. Je l'observais de l'autre côté de la table pendant qu'elle parlait des nouveaux petits-enfants d'Ingrid. Ses yeux brillaient, ses mains gesticulaient vivement. Étaient-ce de la comédie? Ou était cela la véritable Elisabeth, et la femme qui rencontrait Theodore Kruger une actrice? Et toi, comment vas-tu, Heinrich? Demanda Bernard alors que nous étions assis après le dîner, un cognac à la main. La retraite ne te réussit visiblement pas autant qu'à Elisabeth. Tu as l'air fatigué. Je haussai les épaules. Des problèmes de sommeil. Rien de grave. Tu devrais consulter un médecin, dit Ingrid, inquiète. À notre âge, il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Un très bon cardiologue a ouvert son cabinet à Schwabing, ajouta Bernard. Le docteur Kruger. Un de mes collègues le consulte et en est très satisfait. Je sentis Elisabeth se figer à mes côtés. Sa main, qui tenait justement la bouteille de cognac, trembla légèrement. Je le connais, dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre neutre. Il a fait une présentation sur la santé cardiaque à notre chorale. Très compétent. C'est donc ainsi qu'elle l'avait rencontré. À la chorale. Un début anodin pour quelque chose qui semblait tout sauf anodin. Peut-être devrais-je prendre rendez-vous, dis-je en observant attentivement sa réaction. Ses yeux s'écarquillèrent un instant, puis elle reprit le contrôle. Ce serait certainement une bonne idée. La prévention est importante. Le reste de la soirée se déroula sans autre incident. Quand Ingrid et Bernard sont partis vers minuit, nous étions tous un peu éméchés par le vin et le cognac. C'était une belle soirée, dit Elisabeth pendant que nous rangions la cuisine ensemble. Nous devrions inviter plus souvent des amis. Je me contentais de hocher la tête. Une idée prenait forme dans mon esprit. Si Elisabeth et le docteur Kruger s'étaient rencontrés à la chorale, il y avait peut-être d'autres personnes là-bas qui savaient quelque chose. Le chef de chœur, par exemple, ou d'autres membres. Le lendemain matin, j'ai reçu un email détaillé de Kowalski contenant des informations sur le docteur Theodore Kruger. C'était effectivement un cardiologue respecté, mais il y avait quelques détails intéressants. Il avait récemment investi une somme importante dans une société offshore aux îles Caïmans. Il avait une maison de vacances au bord du lac Majeur, en Italie. Et il avait réservé un billet aller simple pour Zurich il y a 3 semaines, pour le lundi suivant, exactement 2 semaines après le cambriolage simulé. La Suisse. Encore cet indice. Que projetait-il en Suisse? J'ai rappelé Kowalski. J'ai besoin de plus, dis-je. Ma femme a-t-elle aussi réservé un vol? Pas sous son nom, répondit-il. Mais je vais continuer à chercher. Les jours passèrent et les preuves s'accumulèrent. Elisabeth rencontra le docteur Kruger encore 2 fois, une fois chez lui, où elle resta plusieurs heures, et une fois dans un restaurant en dehors de la ville.
Elle retira 3 000 € supplémentaires de notre compte joint et acheta de nouveaux vêtements, des pièces chères qu'elle ne me montra pas. Et puis, vendredi, 5 jours avant le vol prévu du docteur Kruger pour la Suisse, Kowalski trouva la preuve décisive. Votre femme a réservé hier un billet d'avion pour Zurich sous le nom d'Elisabeth Kruger, écrivit-il. Le vol part lundi, en même temps que le vol du docteur Kruger. De plus, elle a pris rendez-vous avec une banque à Zurich. J'ai pu découvrir que le docteur Kruger y a ouvert un compte il y a un mois. Elisabeth Kruger. Elle avait déjà pris son nom, du moins pour cette réservation. La réalité me frappa de plein fouet. Ma femme prévoyait de me quitter. Elle allait s'enfuir en Suisse avec son amant, probablement avec une partie de notre patrimoine commun. Et les bagues? Le cambriolage simulé? N'était-ce qu'un stratagème pour sauver ses bijoux les plus précieux avant de disparaître? Je devais agir, et vite. Mais que devais-je faire? La confronter? Appeler la police à cause du cambriolage simulé? Ou simplement attendre et la laisser partir, avec toute la douleur et l'humiliation que cela impliquerait? La décision me fut enlevée lorsque Kowalski appela le lendemain. Monsieur Walters, j'ai d'autres informations qui pourraient vous intéresser. Le docteur Kruger a reçu hier la visite d'un homme qui semble être un détective privé, pas si différent de moi. Ils ont longuement discuté et l'homme a remis une enveloppe au docteur Kruger. J'ai pu prendre une photo. Il m'envoya la photo par email. Elle montrait le docteur Kruger. Senstim war ruhig, fast Telnamslo. Das spielt keine Rolle, sagt ich. Wichtig ist, dass ich hier bin. Und dass ich alle weiß. Elisabeth begann zu weinen. Les, verzweifelt Schluckzer, da mir das Erzbraken obwohl wust, das wahrscheinlich gespielt war. Henrich, bitte, sagt sie schluchzant. Lass mich dir alle erklären. Erklär mir, Elisabeth, sagt ich mich festestim. Erklär mir, warum du mich betrügst. Erklär mir, warum du mich fliehen wolltest. Stie. Nur Elisabeth schluchzen erfüllt den Raum. Dr. Kruger s'assiant, dan mich. Vielleicht sollte ich das erklären, sagte schließlich. Elisabeth und ich, wir lieben. Kruger. Au lieu de répondre, je me suis tourné vers Kowalski. Voulez-vous bien montrer le dossier au docteur Kruger, s'il vous plaît? Kowalski s'avança et posa le dossier sur la table en verre entre nous. Le docteur Kruger l'ouvrit, feuilleta les photos, les rapports, les preuves de notre surveillance. Elisabeth se pencha pour regarder aussi. Son visage devint encore plus pâle. Un détective privé, dit le docteur Kruger en refermant le dossier. J'aurais dû m'en douter. Oui, dis-je. Exactement comme le détective privé que vous avez engagé. Werner Chaffet. Que devait-il faire pour vous, docteur Kruger? Me surveiller? S'assurer que je ne découvre rien de vos plans? Le docteur Kruger échangea un regard avec Elisabeth. Quelque chose sembla se communiquer entre eux, une entente silencieuse. Heinrich, dit finalement Elisabeth. Sa voix tremblait légèrement. Ce n'est pas ce que tu crois. Non. Je ne pus cacher l'amertume dans ma voix. Vous ne prévoyez pas de partir ensemble en Suisse lundi? Tu n'as pas réservé le billet au nom d'Elisabeth Kruger? Vous n'avez pas ouvert un compte à Zurich? Ses yeux s'écarquillèrent encore plus. Comment sais-tu tout ça? Je désignai le dossier. Monsieur Kowalski est très méticuleux. Heinrich, s'il te plaît, dit-elle en se penchant. Laisse-moi t'expliquer. Qui a-t-il à expliquer? Ma voix monta d'un ton, le contrôle que je m'étais imposé commença à s'effriter. Tu as simulé un cambriolage pour sauver tes bagues. Tu as retiré de l'argent de notre compte. Tu rencontres cet homme en secret. Vous prévoyez de disparaître ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à expliquer? Le docteur Kruger soupira profondément. Monsieur Walters, je comprends votre colère. À votre place, je ressentirais la même chose. Mais la situation est plus complexe que vous ne le pensez. Alors expliquez-la moi, insistai-je. Il hocha lentement la tête. Je vais le faire. Mais d'abord. Il se leva et se dirigea vers une armoire adossée au mur. Il ouvrit un tiroir et revint avec un petit sac de velours. Je pense que ceci appartient légitimement à votre femme.
Il ouvrit le sac et en versa le contenu sur la table. Les bagues d'Elisabeth tombèrent avec un cliquetis sur la plaque de verre son alliance, sa bague de fiançailles, le bijou de famille de sa grand-mère et plusieurs autres pièces de valeur. Je fixai les bagues, puis le docteur Kruger, puis Elisabeth. Qu'est-ce que ça veut dire? Elisabeth tendit la main et prit son alliance. Ses doigts tremblaient. Heinrich, nous ne t'avons pas trompé. Du moins, pas comme tu le penses. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle regarda le docteur Kruger, qui hocha la tête en signe d'encouragement. Puis elle prit une profonde inspiration. Il y a 3 mois, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Kruger avec Théo. J'avais des troubles du rythme cardiaque qui m'inquiétaient. Il m'a examiné et... Elle s'arrêta. Elisabeth souffre d'une forme rare de cardiomyopathie, reprit le docteur Kruger. Une affection du muscle cardiaque qui, dans son cas, est progressive et potentiellement mortelle. Je sentis le sang se retirer de mon visage. Quoi? Je ne voulais pas te le dire, murmura Elisabeth. Tu venais de t'habituer à la retraite, tu étais si heureux avec tes projets et ton golf. Je ne voulais pas t'inquiéter. Il existe une possibilité de traitement, poursuivit le docteur Kruger. Une nouvelle thérapie proposée dans une clinique spécialisée en Suisse. Mais elle est expérimentale et n'est pas prise en charge par les caisses d'assurance maladie allemandes. Les coûts sont considérables. J'essayais d'assimiler les informations. Les bagues? L'argent? Elisabeth baissa les yeux. Notre assurance maladie ne prendrait pas en charge le traitement. Je ne voulais pas que tu dépenses nos économies pour ça, surtout si les chances de succès ne sont pas garanties. Alors j'ai décidé de vendre mes bagues. Mais je savais que tu ne le permettrais jamais, surtout pas l'alliance et la bague de fiançailles. Alors vous avez simulé un cambriolage, finis-je la phrase. Pour que l'assurance paie. Le docteur Kruger acquiesça. C'était mon idée, et j'en assume l'entière responsabilité. C'était mal, et je suis désolé. Mais je ne voyais pas d'autre moyen d'aider Elisabeth. Et Werner Schaffé, demandai-je. Le détective privé? Il devait déterminer si l'assurance avait des soupçons, expliqua le docteur Kruger. Si elle avait engagé son propre enquêteur sur l'affaire. Je me suis adossé, submergé par les révélations. Ma femme était malade, potentiellement mortelle. Elle me l'avait cachée pour me protéger. Et elle avait commis une fraude à l'assurance pour financer le traitement. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, demandai-je doucement. Nous aurions trouvé une solution. Ensemble. Des larmes montèrent aux yeux d'Elisabeth. J'avais peur, Heinrich. Peur de la maladie, peur de ta réaction, peur de te devenir un fardeau. Tu étais si impatient de prendre ta retraite, de faire les voyages que nous avions prévus. Je ne pouvais pas te priver de ça. Et tu as pensé qu'il valait mieux me faire croire que tu avais une liaison et que tu allais me quitter? Les mots sont sortis plus brusquement que je ne l'avais voulu. Elisabeth tressaillit. Bien sûr que non. Je n'avais aucune idée que tu engagerais un détective privé. Je pensais que je pourrais aller suivre le traitement et revenir, et que tu n'apprendrais jamais ce qui s'était réellement passé. Le traitement dure 6 semaines, expliqua le docteur Kruger. Elisabeth avait l'intention de te dire qu'elle participait à un long atelier d'art en Italie. Je secouai la tête, incrédule. Et tu pensais que j'accepterais ça comme ça? 6 semaines sans toi. Je sais, c'était stupide, murmura-t-elle. Mais j'avais tellement peur, Heinrich. Peur de mourir, peur de te rendre malheureux. La réalisation me frappa de plein fouet. Ma femme n'avait pas agi par méchanceté ou indifférence, mais par amour ou une forme d'amour égaré, désespéré, mais amour tout de même. Je me levai et allai vers elle. Je m'agenouillai devant elle et pris ses mains dans les miennes. Elles étaient froides et tremblaient légèrement. Elisabeth, dis-je doucement. Nous sommes mariés depuis 40 ans. Dans le meilleur et dans le pire, dans la maladie et la santé. Tu te souviens. Elle acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. Tu aurais dû me le dire, continuai-je. Nous aurions trouvé un moyen, sans mentir, sans tromper. Ensemble. Je suis tellement désolé, sanglota-t-elle. Je ne voulais pas te blesser. Je la pris dans mes bras et la serrai contre moi pendant qu'elle pleurait. Par-dessus sa tête, je vis le docteur Kruger se lever discrètement et quitter la pièce, suivi de Kowalski. Ils nous laissèrent seuls avec nos émotions, notre vérité.
À quel point est-ce grave, demandai-je finalement, quand les sanglots d'Elisabeth se furent calmés. Elle se dégagea de mon étreinte et essuya ses larmes. Sans traitement, peut-être 1 an, peut-être moins. Avec la thérapie en Suisse, les chances sont bonnes. Pas garanties, mais bonnes. Alors tu auras ce traitement, dis-je avec détermination. Mais pas par une fraude à l'assurance. Nous trouverons un autre moyen. Mais l'argent? Nous avons assez d'économies. Et sinon, nous vendrons la maison de vacances au TGRC. Ce n'est qu'une maison, Elisabeth. Tu es ma vie. De nouvelles larmes montèrent à ses yeux. Heinrich, Plus de secrets, l'interrompis-je doucement. Plus de mensonges. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Elle acquiesça et se blottit contre moi. Nous restâmes assis ainsi pendant un moment, dans le silence de ce salon étranger, entouré des débris de nos secrets et du début d'une nouvelle honnêteté. Le docteur Kruger finit par revenir, seul. Monsieur Kowalski est parti, dit-il. Il a dit que son travail était terminé. J'acquiesçai et me levai, aidant Elisabeth à se mettre debout. Docteur Kruger, je voudrais en savoir plus sur ce traitement. Tout. Les risques, les chances, les coûts. Bien sûr, dit-il. J'ai tous les documents ici. Et s'il vous plaît, appelez-moi Théo. Je sais que les circonstances de notre rencontre ont été inhabituelles, mais je vous assure que mon seul intérêt était la santé d'Elisabeth. Je le scrutai un instant. L'homme que j'avais pris pour l'amant de ma femme était en réalité son médecin, son allié dans un plan désespéré visant à m'épargner de la souffrance. Il était difficile de démêler mes sentiments. Je comprends, dis-je finalement. Et je vous remercie pour votre aide. Mais à l'avenir, nous gérons les choses différemment. Ensemble et honnêtement. Théo acquiesça. Une sage décision. Elisabeth serra ma main. Dans ses yeux, je vis du soulagement, de la gratitude et quelque chose que j'avais presque oublié au de l'amour. Le même amour qui nous avait liés pendant 4 décennies et qui, malgré tous les malentendus et les secrets, était toujours là. Rentrons à la maison, dis-je doucement. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Le trajet de retour se fit dans un silence pensif. Elisabeth était assise à côté de moi, les mains jointes sur ses genoux, son regard fixé sur le paysage défilant. De temps en temps, je jetais un coup d'œil vers elle, contemplant son profil, qui m'était si familier et soudain si étranger. Ma femme, que je croyais connaître, avait mené une vie dont j'ignorais tout ou une vie pleine de peur, de douleur et de décisions désespérées. Une fois arrivée à la maison, Elisabeth alla directement au salon et s'assit sur le canapé. Je nous apportai à tous les deux un verre d'eau et m'assis à côté d'elle. Je pense qu'il est temps que tu me racontes tout, dis-je doucement. Depuis le début. Elle acquiesça, prit une gorgée d'eau et commença à parler. Sa voix était douce, mais ferme. Il y a environ 4 mois, ça a commencé. J'avais ces épisodes, palpitations, vertiges, parfois j'avais du mal à respirer. Au début, j'ai pensé que c'était juste le stress ou peut-être l'âge. Mais ça a empiré. Un jour, pendant que tu étais au golf, c'est devenu si grave que j'ai failli perdre connaissance. J'ai appelé le docteur Breuer, notre médecin de famille, mais il était en vacances. Son remplaçant m'a immédiatement adressé à un cardiologue, Théo. Elle s'arrêta et but une autre gorgée d'eau. J'attendis patiemment. Théo a fait quelques examens et a posé ce diagnostic, cardiomyopathie hypertrophique. Un épaississement du muscle cardiaque qui entrave la circulation sanguine. Dans mon cas, c'est génétique, mais ça ne s'est manifesté que maintenant. Il m'a dit qu'il existait des traitements, mais à mon âge et avec ma forme spécifique de la maladie, les thérapies standards en Allemagne pourraient ne pas suffire. Et c'est là qu'il a mentionné la clinique en Suisse, devinez-je. Elle acquiesça. La clinique Irlanden à Zurich. Ils ont mis au point une procédure expérimentale, une combinaison de chirurgie mini-invasive et de thérapie cellulaire. Les taux de réussite sont prometteurs, mais ce n'est pas encore reconnu par les caisses d'assurance maladie allemandes. Les coûts? Elle hésita. Combien, demandai-je. 120 000 €, dit-elle doucement. Pour l'opération, les soins post-opératoires, le séjour. Je sifflai doucement entre mes dents. C'était une somme considérable, mais pas impossible à réunir pour nous. Nous avions bien épargné, et la maison de vacances au bord du TGRC était notre propriété, sans dette. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Elisabeth?
Nous aurions pu trouver l'argent. Elle baissa les yeux. Je sais. Mais ensuite, cette lettre de la banque est arrivée, tu te souviens? Concernant l'évolution de notre retraite. Tu étais tellement inquiet que nous n'ayons pas assez pour une retraite sans souci. Tu as passé des jours à faire des calculs, à élaborer des plans. Et puis j'ai pensé au coût de ce traitement et à la façon dont il réduirait à néant tous tes plans. Je n'ai tout simplement pas pu te le dire. Je me souvins de la lettre. C'était une information de routine, mais j'avais effectivement passé quelques nuits blanches à recalculer nos finances. Non pas parce que nous étions en difficulté, mais parce que je voulais m'assurer que nous serions à l'abri du besoin pour le reste de notre vie. Alors, tu as décidé de prendre les choses en main, dis-je. Avec l'aide de Théo. Elle acquiesça. C'était stupide, je le sais maintenant. Mais à l'époque, ça semblait être la seule solution. Je voulais vendre mes bagues, elles ont de la valeur, surtout celles que j'ai héritées de ma grand-mère. Mais je savais que tu le remarquerais. Alors, vous avez mis en scène le cambriolage, achevai-je. Pour que l'assurance paie et que je ne me rende compte de rien. Oui, murmura-t-elle. Théo connaissait quelqu'un, Werner Chaffé. Il avait déjà fait des choses pour d'autres patients. Il nous a aidés à organiser le cambriolage sans laisser de traces. Les bagues devaient être vendues plus tard, en Suisse, où personne ne poserait de questions. Je secouai la tête, encore incrédule face à la complexité de son plan. Et qu'en est-il du vol? Du compte à Zurich? C'était pour le traitement. Théo a ouvert le compte pour que nous puissions payer la clinique directement. Le vol? Elle hésita. J'avais l'intention de te dire que j'allais suivre un cours d'aquarelle de 6 semaines en Italie. Tu sais à quel point j'aime peindre, et tu n'aurais rien soupçonné. Théo m'accompagnerait à Zurich, me ferait admettre à la clinique, puis rentrerait. Il a des contacts là-bas, il voulait s'assurer que je reçoive les meilleurs soins possibles. Et le nom Elisabeth Kruger? Elle rougit légèrement. C'était une précaution. Au cas où quelqu'un enquêterait. Personne ne ferait le lien entre Elisabeth Kruger et moi. Je me suis adossé et j'ai essayé d'assimiler tout cela. Ma femme avait élaboré un plan ingénieux pour obtenir un traitement vital sans me peser, ni émotionnellement ni financièrement. C'était à la fois désintéressé et profondément égoïste, aimant et blessant. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Constantin? Véronica? Elle secoua la tête. Personne. Je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent. Ils ont leur propre famille, leurs propres problèmes. Nos enfants ont le droit de savoir quand leur mère est malade, Elisabeth, dis-je doucement. Je sais. Elle soupira profondément. Je voulais attendre d'être de retour de la clinique. Leur apporter de bonnes nouvelles, pas de mauvaises. Nous restâmes silencieux un moment, chacun plongé dans ses propres pensées. Le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres et projetait de chaudes taches sur le tapis. Quelque part dans le voisinage, un chien aboyait. Des bruits normaux, quotidiens, dans un monde qui soudain ne l'était plus. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda finalement Elisabeth. Avec l'assurance, avec Chaffé, avec nous? Je pris sa main dans la mienne. Elle me parut petite et fragile, loin de la main forte de la femme que je connaissais ou que je croyais connaître. Nous allons dire la vérité, décidai-je. À l'assurance, à nos enfants, à tout le monde. Plus de mensonges, plus de secrets. Nous paierons le traitement légalement, avec notre propre argent. S'il le faut, nous vendrons la maison de vacances. Mais tes projets pour la retraite n'ont aucun sens sans toi, l'interrompis-je. À quoi me sert une retraite paisible si tu n'es pas là pour la partager avec moi? Les larmes lui montèrent aux yeux. Je suis tellement désolé, Heinrich. J'ai tout fait de travers. Pas tout, dis-je en serrant sa main. Tu as trouvé un traitement qui peut t'aider. C'était la bonne chose à faire. Le chemin pour y arriver était mauvais, mais nous pouvons le corriger. Elle se blottit contre moi, et je passai mon bras autour de ses épaules. Nous restâmes ainsi un moment, dans cette proximité familière que nous partagions depuis 40 ans. Je t'aime, murmura-t-elle. Je n'ai jamais cessé, pas une seule seconde. Je sais, dis-je en embrassant ses cheveux. Je t'aime aussi. Le lendemain, nous appelâmes Constantin et Véronica et leur demandâmes de venir nous rendre visite ce week-end. Il était temps de leur dire la vérité sur la maladie d'Elisabeth, sur le traitement prévu, sur tout. Ils seraient choqués,
peut-être même en colère à cause de ses secrets, mais ils comprendraient. C'étaient nos enfants, et ils aimaient leur mère. Puis-je appeler l'assurance et demander un rendez-vous? Il ne serait pas facile d'expliquer le faux cambriolage, mais j'étais prêt à en assumer les conséquences juridiques et financières. Enfin, j'appelai Théo. Nous convînmes d'un rendez-vous pour discuter des détails du traitement et élaborer un nouveau plan, un plan ouvert et honnête. Une fois tous mes appels terminés, je retrouvai Elisabeth dans le jardin. Elle était assise sur le banc sous le vieux pommier que nous avions planté il y a 30 ans. Le soleil printanier faisait briller ses cheveux argentés. Elle leva les yeux quand je m'approchai et sourit un sourire sincère, sans la tension et l'angoisse des derniers mois. « Tout est réglé ?» demanda-t-elle. Je m'assis à côté d'elle et pris sa main. « Oui. Constantin et Véronica viennent samedi. L'assurance nous reçoit lundi. Et Théo nous attend demain dans son cabinet pour discuter de tous les détails médicaux. » Elle acquiesça lentement. C'est étrange ou effrayant, mais aussi libérateur. Ne plus avoir de secrets. Oui, approuvai-je. Les secrets sont un lourd fardeau. Nous restâmes assis en silence, à contempler notre jardin que nous avions aménagé ensemble au fil des ans. Les roses, qui commençaient tout juste à fleurir. Les parterres avec les premières fleurs d'été. Le petit bassin avec les poissons rouges qui scintillaient au soleil. Tu sais, dit Elisabeth après un moment, quand j'ai reçu le diagnostic, j'ai eu tellement peur. Pas de mourir même si ça aussi, bien sûr mais de la perte. La perte de tout cela ici. Elle fit un geste ample qui englobait le jardin, la maison, notre vie. Je ne voulais pas que ça change. Je voulais que tout reste tel quel, pour toi, pour moi, pour nous tous. Le changement est la seule constante dans la vie, dis-je doucement. Nous le savons tous les deux. Nous avons traversé tellement de changements, le mariage, les enfants, les carrières, la retraite. Pourquoi ne pourrions-nous pas gérer celui-ci aussi? Elle appuya sa tête contre mon épaule. Tu as raison. Nous allons y arriver. Ensemble. Je lui embrassai les cheveux et la serrai fort. L'avenir était incertain, la santé d'Elisabeth était en danger, et nous étions confrontés à des défis financiers et juridiques. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus trahi ou trompé. Je me sentais vivant. Prêt à me battre pour ma femme, pour notre mariage, pour notre vie commune. Les alliances reposaient dans une petite boîte sur notre table de chevet. Elisabeth ne les avait pas encore remises d'un geste symbolique, comme si elle voulait attendre que tous les mensonges soient effacés, qu'elle puisse les porter à nouveau en toute bonne conscience. Mais elle les remettrait, j'en étais sûr. Et nous continuerions, transformés par cette expérience, mais aussi renforcés. Car c'est ce que 40 ans de mariage nous avaient appris, il ne s'agit pas d'éviter les tempêtes, mais de les traverser ensemble. Le samedi se leva avec un ciel d'un bleu éclatant, comme si la nature elle-même voulait nous signaler un nouveau départ. Elisabeth s'était levée tôt et avait passé toute la matinée dans la cuisine à préparer un déjeuner spécial pour Constantin et Véronique. Je l'observais depuis l'embrasure de la porte, la voyant couper les légumes, épicer le rôti, étaler la pâte pour le strudel aux pommes, le dessert préféré de Constantin. Ses mouvements étaient précis et méthodiques, comme toujours, mais j'ai aussi remarqué une nouvelle vulnérabilité dans son attitude, une légère tension dans ses épaules. « Je peux aider ?» demandai-je en entrant dans la cuisine. Elle me sourit, un peu nerveuse. « Tu pourrais mettre la table. La belle porcelaine, je pense. Et les verres en cristal. » J'acquiesçai et me mis au travail. La belle porcelaine, un service de mécène que nous avions reçu pour notre mariage et qui ne sortait que pour les grandes occasions. Aujourd'hui, c'était assurément une occasion spéciale, même si ce n'était pas le genre d'événement que l'on fait habituellement. « Tu crois qu'ils vont être très en colère ?» demanda Elisabeth à voix basse, en enfournant le strudel aux pommes. « En colère ? » « Non, dis-je en plaçant le dernier couvert sur la table. Secoué, inquiet, peut-être un peu blessé que nous ne leur ayons pas dit plus tôt. Mais pas en colère. Ils t'aiment, Elisabeth. Elle acquiesça, mais l'inquiétude persistait dans ses yeux. Ce n'est pas facile de confronter ses parents à leur mortalité. Surtout quand on a soi-même des enfants. Je m'approchai d'elle et la pris dans mes bras. Tu ne vas pas mourir, Elisabeth. Pas si nous pouvons l'empêcher. Elle se blottit contre moi, sa joue contre ma poitrine. Je sais. Mais c'est quand même dur. À 13 heures, on sonna à la porte.
Constantin et Véronique étaient venus ensemble, Constantin de Hambourg, Véronique de Berlin. Ils s'étaient retrouvés à l'aéroport et avaient loué une voiture. Lorsque j'ouvris la porte, ils étaient là, nos enfants, désormais des adultes avec leur propre vie, mais toujours avec ces visages familiers que je connaissais et aimais depuis leur naissance. Papa. Véronique me serra dans ses bras avec effusion. À 38 ans, elle avait encore la spontanéité d'une adolescente. Ses cheveux foncés, qu'elle avait hérités d'Elisabeth, étaient coupés en un carré pratique, et elle portait un tailleur pantalon sobre mais élégant, la tenue d'une avocate prospère. Constantin, de 2 ans l'aîné de sa sœur, attendit patiemment que Véronique me lâche, puis il me serra également dans ses bras, plus fort et plus longtemps que d'habitude. « Tout va bien, papa ?» demanda-t-il à voix basse. Ton appel avait l'air préoccupant. Constantin avait toujours eu un sens aigu des sous-entendus. Enfant, il captait souvent les ambiances de la maison mieux que nous, les adultes. Aujourd'hui, en tant que psychologue avec son propre cabinet, il avait perfectionné cette capacité. Nous en parlerons pendant le déjeuner, dis-je en les faisant entrer dans la maison. Elisabeth les attendait dans le salon, un sourire courageux sur le visage. Elle s'était particulièrement soignée aujourd'hui, portant une robe bleu clair qui mettait ses yeux en valeur, et le collier de perles que je lui avais offert pour notre 30e anniversaire de mariage. « Maman !» Véronique se précipita vers elle et la serra fort dans ses bras. Constantin suivit, son étreinte plus douce, mais non moins affectueuse. Pendant un instant, ils étaient à nouveau une famille, comme au bon vieux temps, lorsque les enfants vivaient encore à la maison et que la vie semblait plus simple. Le déjeuner commença dans une atmosphère de gaieté tendue. Nous parlâmes de choses banales, la dernière affaire de Véronique, les projets de Constantin pour les vacances d'été avec sa femme et leurs 2 enfants, les dernières nouvelles du quartier. Mais sous la surface, nous sentions tous que quelque chose d'important restait non dit. Finalement, lorsque le dessert fut servi et que le café fumait dans les tasses, je m'éclaircis la gorge et échangeai un regard avec Elisabeth. Elle acquiesça légèrement, un accord silencieux. Constantin, Véronique, commençai-je, ma voix plus ferme que je ne le sentais. Nous vous avons demandé de venir parce que nous devons vous dire quelque chose d'important. Ils se turent immédiatement, leurs yeux aux aguets. Votre mère est malade, dis-je directement. Il ne servait à rien de tourner autour du pot. Elle a une maladie cardiaque, une cardiomyopathie hypertrophique. C'est grave, mais traitable. La main de Véronique vola à sa bouche. Constantin devint pâle, ses yeux passant rapidement d'Elisabeth à moi. Depuis combien de temps le sais-tu, maman demanda-t-il à voix basse. Elisabeth joignit ses mains sur la table. Environ 4 mois, avoua-t-elle. Je ne voulais pas vous le dire avant d'en savoir plus sur les options de traitement, le pronostic. 4 mois. Véronique sembla blessée. Et tu n'as rien dit. Je suis désolée, dit Elisabeth doucement. Je ne voulais pas vous inquiéter. Ne pas nous inquiéter? Véronique secoua la tête, incrédule. Maman, nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes capables d'affronter la vérité. Je sais, soupira Elisabeth. C'était stupide de ma part. Mais j'avais peur pas seulement de la maladie elle-même, mais aussi de la façon dont elle allait bouleverser nos vies à tous. Constantin, toujours l'analyste, avait déjà repris ses esprits. Quelles sont les options de traitement, demanda-t-il d'un ton pragmatique. Qu'est-ce que le médecin a dit? Je pris le relais pour les explications, leur parler du docteur Kruger, du traitement expérimental en Suisse, des coûts et des chances de succès. J'omis pour l'instant l'histoire du faux cambriolage et des bagues, c'était une complication dont nous reparlerions plus tard. Quand commence le traitement, demanda Constantin. La semaine prochaine, répondis-je. Nous prenons l'avion pour Zurich lundi. Les examens préliminaires commencent mardi, le traitement proprement dit jeudi. Je viens avec vous, dit aussitôt Véronica. Ce n'est pas nécessaire, ma chérie, commença Elisabeth, mais Véronica l'interrompit. Si, c'est nécessaire. Je prends des congés. Mes collègues peuvent reprendre mes dossiers. Et je viendrai aussi, ajouta Constantin. Au moins pour l'opération elle-même. Après, on pourra se relayer, Véronica et moi. Elisabeth les regarda les larmes aux yeux. Vous avez vos propres familles, votre travail. Et une mère qui a besoin de nous, dit Constantin fermement. C'est plus important que tout le reste. Je sentis quelque chose se dénouer en moi ou une tension dont je n'avais même pas conscience. Nos enfants nous soutenaient, sans hésiter, sans reproche, du moins pas de reproche sérieux.
Ils avaient grandi, étaient devenus mûrs et responsables, prêts à mettre leur propre vie de côté pour être là pour leur mère. Il y a encore quelque chose que vous devriez savoir, dis-je lentement en regardant Elisabeth. Elle hocha légèrement la tête, une autorisation silencieuse. Je leur racontai toute l'histoire, le faux cambriolage, les bagues, la fraude à l'assurance, mes soupçons d'une liaison, le détective privé, la confrontation avec le docteur Kruger. C'était une histoire longue et compliquée, avec de nombreux rebondissements et malentendus. Quand j'eus terminé, le silence régnait à table. Constantin fixait sa tasse de café, Véronica ses mains. « C'est beaucoup à digérer, dit Constantin finalement. »« Oui, acquiesça Véronica. » Elle regarda Elisabeth. « Mais je comprends pourquoi tu l'as fait, maman. »« Pas que j'approuve, mais je comprends. »« Merci, murmura Elisabeth. »« Je suis désolé de vous avoir tous menti. » Cela semblait la solution la plus simple à l'époque. La plus simple, mais pas la meilleure, dit Constantin doucement. Mais ce n'est pas important maintenant. L'important, c'est que tu reçoives le traitement dont tu as besoin et que nous soyons tous ensemble. Nous parlâmes encore longuement cet après-midi-là, planifiâmes les semaines à venir, discutâmes des aspects médicaux. Constantin avait déjà commencé à faire des recherches sur la cardiomyopathie hypertrophique, réfléchîmes à la manière de gérer la situation avec l'assurance. C'était une conversation pleine d'émotions, mais aussi pleine d'amour et de soutien mutuel. Quand les enfants partirent le soir, ils allaient passer la nuit dans un hôtel à proximité et reviendraient le lendemain pour discuter d'autres détails. J'éprouvais un étrange mélange d'épuisement et de soulagement. C'était comme si un poids s'était levé de mes épaules, un poids dont je ne réalisais pleinement la lourdeur que maintenant qu'il avait disparu. Elisabeth et moi restâmes assis sur la terrasse pendant un long moment, à regarder le soleil se coucher et les premières étoiles apparaître dans le ciel. Nous ne parlâmes pas beaucoup, mais nous nous tenions la main, comme nous le faisions au début de notre relation, quand les mots semblaient souvent superflus. « Tout ira bien, n'est-ce pas » demanda-t-elle finalement, sa voix faible dans le crépuscule. Je lui serrai la main. « Oui, dis-je avec une conviction qui me surprit moi-même. Tout ira bien. » Lundi matin, nous étions à l'aéroport de Munich, entourés de nos enfants. Véronica allait prendre l'avion avec nous pour Zurich, Constantin nous rejoindrait mercredi, juste à temps pour l'opération de jeudi. Le docteur Kruger Théo, comme nous l'appelions maintenant, était déjà parti la veille pour tout préparer à la clinique. Elisabeth portait à nouveau ses bagues toutes, y compris l'alliance que je lui avais passée au doigt il y a 40 ans. Elle les avait remises le matin après notre conversation avec les enfants, un symbole d'un nouveau départ, de l'honnêteté que nous nous étions jurés. « Prête » demandai-je quand notre vol fut appelé. Elle acquiesça, un sourire courageux sur son visage. « Prête. » Nous embrassâmes Constantin pour lui dire au revoir, promîmes de le tenir informé, et nous dirigeâmes vers la porte d'embarquement. Véronica ouvrait la marche, portant les bagages à main d'Elisabeth et la rassurant sur la clinique qu'elle avait déjà recherchée en ligne. J'étais à côté d'Elisabeth, tenant fermement sa main dans la mienne. Elle levait les yeux vers moi, les siens remplis d'amour et de confiance. « Merci » dit-elle doucement. « De quoi ? » De ne pas m'avoir abandonné. D'avoir cherché la vérité, même quand c'était douloureux. De rester avec moi, malgré tout. Je me suis penché et l'ai embrassé tendrement. Dans le meilleur comme dans le pire, tu te souviens ? Je l'ai promis, et je tiendrai ma promesse. Elle sourit, un vrai sourire cette fois, sans peur ni retenue. Je t'aime, Heinrich Wolters. Depuis 40 ans, et pour toutes les années à venir. Et moi je t'aime, Elisabeth Wolters, répondis-je. Pour toujours et à jamais. Main dans la main, nous nous sommes dirigés vers l'avion qui allait nous emmener à Zurich, non pas en tant que fugitifs fuyant la vérité, comme Elisabeth l'avait initialement prévu, mais en tant que famille, unis dans l'amour et l'espoir, prêts à entamer ensemble le prochain chapitre de notre voyage. L'avenir était incertain, comme il l'est toujours. Le traitement d'Elisabeth serait difficile, la convalescence longue. Nous devrions nous battre avec l'assurance, peut-être même faire face à des conséquences juridiques. Nos économies fondraient visiblement. Mais tout cela semblait soudain moins important face au fait que nous étions ensemble, honnêtes l'un envers l'autre, soutenus par nos enfants, renforcés par les épreuves que nous avions déjà surmontées. Alors que l'avion décollait et que Munich rapetissait sous nos pieds, j'ai serré une fois de plus la main d'Elisabeth. Elle a posé sa tête sur mon épaule et a fermé les yeux. Son visage était paisible, détendu, comme si elle s'était enfin débarrassée d'un fardeau qu'elle avait porté trop longtemps. J'ai regardé par la fenêtre,
observant les nuages défiler sous nous, et j'ai pensé à l'étrange voyage qui nous avait menés ici. Ce qui avait commencé comme un soupçon d'infidélité s'était avéré être tout autre chose, une histoire d'angoisse et d'amour, de malentendus et de vérité, de la complexité des relations humaines et de la force du pardon. Ma femme n'avait pas perdu ses alliances. Elle ne les avait jamais vraiment ôtées, pas dans son cœur. Et maintenant qu'elle brillait à nouveau à son doigt, j'éprouvais une profonde certitude, quoi que l'avenir nous réserve, nous le traverserons ensemble. Car c'est ce que 40 ans de mariage nous ont appris, il n'y a pas d'amour parfait, pas de relation sans faille. Il n'y a que deux personnes imparfaites qui décident de rester ensemble malgré tous les obstacles, qui se choisissent chaque jour à nouveau, qui apprennent à pardonner et à recommencer, encore et toujours. Et cela, réalisais-je, tandis que nous voguions au-dessus des nuages en direction de la Suisse, était le plus beau des cadeaux. Fin.